Mesdames et messieurs, chers collègues, d'abord un mot de remerciement au professeur Ruiz et au professeur Benyamina pour l'invitation qui m'a été faite de venir vous présenter comment le ministère de la Santé s'approprie et traite la question des pathologies duelles. Vous dire un mot d'abord de... je commencerai par finalement les marques cardinales, notamment épidémiologiques, de ces pathologies duelles, à la fois au travers d'un état des lieux, mais je ne m'étendrai pas trop sur l'état des lieux parce que ce sont des notions que je partage largement avec vous. Un mot également de l'exploration de la complexité de ces interactions entre les pathologies psychiatriques et les pathologies addictives, mais surtout insister aujourd'hui et venir vous présenter les différentes stratégies qui sont conçues au niveau du ministère de la Santé. Et il y a eu des évolutions récentes importantes pour mieux aborder et rattraper le retard qu'on a dans l'offre de soins de ces situations particulièrement complexes. Donc je voudrais rappeler d'abord l'impact en termes de mortalité des addictions, et mortalité qui est encore plus marquée lorsqu'elles sont associées à une pathologie psychiatrique. Pour seulement le tabac et l'alcool, c'est plus de 130 000 morts par an, avec une mortalité prématurée pour les deux, les pathologies psychiatriques prises individuellement et les pathologies addictives, avec une réduction de l'espérance de vie de plus de 20 ans. Des coûts faramineux, puisque l'alcool et le tabac représentent plus de 100 milliards d'euros de fardeau sociétal, et les drogues illicites représentent un peu plus de 8 milliards d'euros. C'est près d'1 million d'hospitalisations qui sont dédiées à ces pathologies duelles. Et quand on prend le problème dans l'autre sens, une hospitalisation sur 2 en psychiatrie concerne un patient qui a l'association des deux problèmes. Finalement, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous le savez bien, une fois que ces interactions pernicieuses entre la pathologie addictive et la pathologie psychiatrique sont installées, eh bien, ce sont des situations cliniques parmi les plus complexes, avec des trajectoires particulièrement chaotiques auxquelles on assiste. Et donc, un premier message que je viens délivrer aujourd'hui, c'est que la stratégie du ministère de la Santé par rapport à ces pathologies duelles, c'est certainement de renforcer les stratégies de prévention de la survenue d'une comorbidité addictive dans le cours évolutif d'une pathologie psychiatrique, et également prévention de l'éclosion d'une pathologie psychiatrique dans le cours évolutif d'une pathologie addictive. Alors, ces co-occurrences, en fait, elles sont insuffisamment prises en compte, alors même qu'elles sont extrêmement fréquentes, puisque cela comporte, vous le savez, un patient sur 2, avec un effet pernicieux, enfin un effet aggravant de l'une sur l'autre et réciproquement. Cette situation finalement très fréquente est certainement en lien avec une architecture de facteurs de risque qui est commun entre les pathologies psychiatriques et les pathologies addictives, ce qui rend compte en particulier probablement de cette fréquente association. Mais on a, au sujet de l'association des deux morbidités, des indicateurs de gravité extrêmement importants, une plus grande vulnérabilité au suicide, une plus grande vulnérabilité à d'autres morbidités, troubles cognitifs, VIH, hépatite, une augmentation des risques de violence et de complications médico-légales, et un impact encore plus important. On sait le fardeau porté par les aidants de personnes traitées pour une pathologie psychiatrique ou une pathologie addictive, mais ce fardeau est, dans plusieurs études, mesuré comme beaucoup plus important dans le cas des pathologies duelles. La pratique clinique relève aussi d'une certaine expertise, avec une sémiologie qui est modifiée, une approche diagnostique qui est beaucoup plus complexe, et un maniement des psychotropes qui est également rendu plus complexe, avec, il faut le noter, peu d'études qui sont conduites dans ce cas particulier des associations
entre pathologie psychiatrique et pathologie addictologique. Alors c'est donc des situations très complexes auxquelles notre système de soins aujourd'hui a du mal à répondre, et il faut, dans cet état des lieux, redire que ces situations parmi les plus complexes sont insuffisamment prises en compte par notre système de soins. On observe également une forte inégalité des territoires dans leur équipement, dans la manière dont ils sont armés pour ces parcours complexes. Et à l'intérieur de ces populations qui sont concernées par l'association entre les deux troubles, des trajectoires, des parcours qui ne sont pas les mêmes selon que l'entrée s'est faite par le système psychiatrique ou par le système de soins addictologiques. C'est ces trois grandes marques cardinales qui guident les stratégies qui ont été programmées au ministère de la Santé pour mieux répondre à ces besoins. Une petite parenthèse concernant la crise Covid-19 qui a servi de révélateur à beaucoup de vulnérabilités, avec des publics particulièrement vulnérables qui ont payé un tribut beaucoup plus important que la population générale à ce qui a été révélé par cette crise. Cette crise qui a révélé les vulnérabilités, et en particulier des publics les plus vulnérables, mais qui a aussi révélé les vulnérabilités de notre système de soins et ses insuffisances. Je pense en particulier à le système de soins psychiatriques qui a été mis sous forte tension et qui a été en difficulté pour répondre à des besoins en augmentation. Une partie de l'offre addictologique qui a été fortement réduite, voire disparue pendant quelques mois durant ces 2 années de crise, et un rôle particulièrement important qui a été joué par les ELSA, qui ont été également mises sous forte tension. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons pu inscrire une mesure en faveur des ELSA lors des travaux du Ségur. Donc, je voulais faire cette parenthèse sur la crise Covid, parce que si ça a été un révélateur des vulnérabilités des populations d'une part et de la fragilité de notre système de soins d'autre part, à certains endroits, ça a été aussi un révélateur d'une forme de résilience, et on a vu naître des modes de coopération qui manquaient beaucoup et que l'on appelait de nos voeux en termes de stratégie de décloisonnement entre le système sanitaire, le système médico-social. Donc des expériences vertueuses qui ont pu se mettre en place. Alors évidemment, ce sont des observations ponctuelles qui n'ont pas concerné l'ensemble du territoire, mais qui ont été inspirantes, en particulier pour soutenir des initiatives qui ont été jugées vertueuses et qui sont nées pendant cette crise Covid. Et donc tout ça rejoint évidemment un principe que l'on connaît maintenant depuis longtemps, mais qu'il est difficile de mettre en œuvre dans le cas des pathologies duelles. C'est évidemment des stratégies de soins intégrées, mobilisant l'ensemble des ressources sanitaires, médico-sociales, mais plus largement de l'ensemble des acteurs du territoire. Alors, je voulais aujourd'hui témoigner de certaines pistes qui sont porteuses d'espoir pour améliorer la situation de cette inadéquation de l'offre de soins entre les besoins en matière de patients particulièrement complexes et de l'offre de soins. Alors, ce qu'il faut saluer d'abord, et le congrès d'aujourd'hui en est l'illustration, c'est une très forte mobilisation des communautés professionnelles. Et je pense en particulier à différents collectifs, sociétés savantes, qui ont pu se mobiliser ces dernières années pour faire reconnaître l'importance de ces enjeux-là. Je pense en particulier au guide repère de la Fédération Addiction, des travaux du Centre de preuves, ou enfin des travaux de la Commission nationale de la psychiatrie. Et d'ailleurs, c'est une thématique, ces patients complexes, c'est une thématique qui est inscrite au niveau national, à la fois dans la feuille de route santé mentale et psychiatrie, mais également dans le plan national de mobilisation contre les addictions. Le Ségur de la santé a consacré un certain nombre de mesures en faveur des addictions, le renforcement des XAPA et des CARUD,
des mesures qui visaient également à favoriser le développement d'une culture partagée entre les différents acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux, à consacrer également un renforcement des ELSA. Et puis, on peut espérer, dans l'évolution qui a été opérée par rapport à l'expérimentation de la CNAM sur la coopération entre médecins généralistes et psychologues, on peut espérer que la mesure qui a contribué à déployer ce dispositif dans l'ensemble du territoire et qui va monter progressivement en puissance durant l'année 2022, dans les indications qui ont été retenues pour poser l'indication d'une prise en charge par un psychologue, pris en charge par l'assurance maladie, il y a des situations de consommation de toxiques non compliquées, mais qui constituent une première ligne pour un meilleur repérage de ces situations, ou en tout cas pour enclencher des mesures de prévention afin de faire que ces associations ne s'aggravent pas, ou en tout cas que le parcours ne s'aggrave pas dès lors qu'il y a une association entre une souffrance psychique et des consommations de toxiques. Donc c'est un dispositif de première ligne, mais qui va permettre, on l'espère en tout cas, de mieux repérer, de repérer plus tôt. Un volet important de l'action du ministère en faveur de ces situations complexes, c'est évidemment le fonds de lutte contre les addictions. Et je suis venu ici redire que ce fonds, d'ailleurs, d'une part sera reconduit, mais surtout qu'il a été, à ce jour, dans ces 2 premières éditions, finalement sous-utilisé. Et donc, il faut diffuser largement un message de mobilisation pour soumettre des projets aux différents volets qui sont proposés par ce fonds addiction. Alors, il y a pourtant un certain nombre de projets phares qui ont été soutenus par le Fonds de lutte contre les addictions, des projets locaux, des projets nationaux, ambitieux et importants. Ce fonds de lutte contre les addictions a également permis de mobiliser un nombre important d'ARS, 9, qui portent des projets soit de prévention, soit de renforcement de l'offre de soins. Et puis, c'est également dans ce contexte-là que depuis 2018, une dizaine d'établissements s'est positionné, en tout cas s'est lancé dans la démarche lieu de santé sans tabac. Je ne veux pas être trop long et je voudrais conclure par les grandes orientations que nous portons au ministère. Le premier, c'est de lutter contre les freins de l'accès aux soins. Il y a un déficit d'offres et une inadéquation entre l'offre et les besoins, c'est entendu, mais ce que l'on constate à la fois dans le champ de la psychiatrie, mais aussi de la dictologie, et en particulier pour l'association des deux, un retard d'accès aux soins, un retard de prise en charge qui est très préjudiciable au parcours. Dans cette idée de mieux intégrer les compétences, il y a, c'est une vision un peu macro vue du ministère, mais il y a évidemment l'idée de renforcer l'offre de soins psychiatriques en addictologie, et on sait que là, il y a des progrès importants qui sont attendus, et vice-versa, renforcer également, mieux soutenir ou renforcer les moyens psychiatriques des filières addictologiques. En tout cas, ça fait partie des besoins non satisfaits qui nous sont remontés. Une stratégie spécifique de maintien du lien et de stratégies visant à éviter les ruptures. Les patients porteurs de pathologies duelles sont particulièrement exposés à ces ruptures de parcours. Et il y a dans les organisations territoriales, je vais y revenir, certainement des actions à conduire pour mieux prévenir ces ruptures de parcours. La crise Covid nous a enseigné que les soins à distance étaient des moyens certainement à mobiliser en général, mais plus particulièrement pour contribuer à cette meilleure interaction entre les professionnels du champ de la dictologie et de la psychiatrie. Le développement des compétences professionnelles, et on pense évidemment à la formation des infirmiers de pratique avancée, qui, sous l'égide en particulier de Olivier Contencin, va être actualisée avec une formation en addictologie qui va
qui va être un peu musclé, et c'est justifié, encore une fois, par la fréquence des situations qui sont rencontrées ou qui seront rencontrées par cette communauté grossissante d'infirmiers de psychiatrie avancée de santé mentale. Et puis enfin, excusez-moi, l'offre de soins conjointe qui intègre les soins psychiatriques et les soins addictologiques ont vocation à faire l'objet de mesures spécifiques pour justement une augmentation de ces dispositifs intégrés de prise en charge. Donc les moyens, je le redis, le fonds de lutte contre les addictions, qui aujourd'hui est partiellement sous-utilisé, en tout cas un appel à mobilisation pour soumettre des projets à ce fonds. Nous sortons du jury, il y a 2 semaines, du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, qui a des orientations particulières, en particulier en faveur des politiques de prévention, en faveur d'une promotion de l'aller vers et des dispositifs ambulatoires. Et dans les projets qui sont éligibles à ce fonds, il y a des projets de prise en charge conjointe des patients porteurs de pathologies psychiatriques avec comorbidité addictologique. Et donc, il ne faut pas oublier cet outil-là, cet instrument-là, qui peut contribuer à soutenir des projets de prise en charge intégrée. Un enjeu très important, et on est un peu à ce moment-là de l'histoire dans le déploiement de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, il y a un enjeu très important à prendre en compte, c'est ce qui est en train de se mettre en place en termes de réorganisation territoriale de l'offre au sein de la démarche d'élaboration des projets territoriaux de santé mentale, sous l'impulsion, il faut le dire, en tout cas dans certains territoires, des conseils locaux de santé mentale. Alors je voudrais insister sur ce point parce que dans le passage en revue des projets territoriaux de santé mentale que nous avons pu opéré au ministère, on a pu voir que certains projets territoriaux de santé mentale s'étaient très bien saisis de ces enjeux d'interaction entre l'offre médicale psychiatrique et l'offre addictologique, là où d'autres avaient un peu raté ce rendez-vous. De toutes les façons, les projets territoriaux de santé mentale ont vocation à évoluer, donc ça sera pour la génération d'après, mais dire que c'est un outil d'intégration des différentes ressources à l'échelle d'un territoire, et c'est à l'intérieur des travaux des projets territoriaux de santé mentale que peuvent s'opérer la mise en place de ces modes de coopération entre les acteurs de la psychiatrie et les acteurs de l'addictologie. Les conseils de locaux santé mentale sont également assez stratégiques de ce point de vue-là. Les élus en sont membres, et les élus ont évidemment une attention particulière aux politiques de prévention et de prise en charge des addictions. Et donc c'est certainement un levier pour contribuer à mettre en place ces modes de coopération qui sont attendus au niveau des territoires. Dernier point, la formation. Évidemment, on a vu beaucoup se développer ce champ ces expertises autour des pathologies duelles grâce aux formations croisées entre le champ des addictions et le champ de la psychiatrie. Et ça concerne la jeune génération de médecins qui arrive. Je pense que l'évolution du DES de psychiatrie en 5 ans va permettre d'enrichir leur formation en addictologie. Ça concerne aussi les infirmiers je dirais conventionnels, et également les infirmiers de pratique avancée. Voilà ce que je voulais délivrer comme message aujourd'hui. Vous dire également, féliciter les organisateurs pour le choix de ce thème qui est à la fois ancien mais d'actualité en termes de mobilisation de politique publique. Vous féliciter également pour la richesse de ce programme et son caractère international, avec cette association vertueuse avec l'Association mondiale du Dual Disorder. Je vous remercie de votre attention.